Bonjour à tous. Nous allons démarrer ce webinaire d'information sur l'état de l'art de la simulation des fluides avec indice CFD. Mon nom est Joël Grenu. Je vais vous guider à travers cet univers fascinant de la simulation numérique des fluides aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. J'y répondrai au terme de la présentation. Donc, pour l'environnement de simulation Indice, nous avons une pléthore d'outils à disposition, typiquement pour rendre compte de la réalité qu'on voit symbolisée ici à droite, avec toute la partie numérique digitale à gauche, en démarrant avec des approches simplifiées, hein, des marchepieds vers la simulation, si on peut voir ça comme ça, sachant qu'à l'heure actuelle, la fluidique est quelque chose qu'on peut faire de manière très facile, vous allez le voir. Donc on peut démarrer ici avec ce qu'on appelle la découverte, discovery, pour les fluides et la structure. En électromagnétisme, on a quelque chose de similaire avec MotorCAD pour les moteurs, les machines tournantes. Donc on aime bien séparer les physiques, on va se focaliser sur ce pilier à gauche de fluidique, mais n'oubliez pas qu'il existe toutes ces autres physiques de structure, d'optique, photonique, ray tracing, électromagnétisme, basse et haute fréquence, des antennes, des moteurs en basse fréquence, du logiciel embarqué et du couplage avec d'autres outils pour intégrer dans des workflows de simulation complets, quelle que soit la source de la physique, finalement, de l'information physique ou de l'information que vous allez traiter dans vos études. Donc ces piliers de simulation permettent de rendre compte des physiques différentes, de les coupler au niveau d'un système, une approche circuit éventuelle, qui vont nous permettre de créer ce qu'on appelle des jumeaux numériques de la réalité ou des prototypes virtuels, des modèles d'études rapides, etc., avec des notions de réduction d'ordre de modèle. Et ici, la partie paramétrique qui permet d'utiliser, d'exploiter au maximum les modèles que vous auriez créés dans ces blocs là au-dessous. Peut-être pour le zoom, je vais vous donner un petit peu plus de place en me cachant pour la suite de l'exposé. Voilà. Comme ça, vous avez un peu plus d'écran avec la partie la plus importante qui n'est pas mon visage, mais la physique et la simulation numérique. Donc voilà, les études paramétriques qui nous permettent aussi de créer des modèles réduits pour la partie système. Donc ça, c'est la vue d'ensemble complète, avec au-dessus aussi la partie indice Connect, pour la gestion des workflows de simulation, l'intégration des données de mesure, etc. Avoir quelque chose de complet. Donc, plongeons tout d'abord dans la partie de découverte. L'idée ici, c'est de voir qu'on peut démarrer les simulations de manière très simplifiée, sans être un expert de la simulation numérique. Vous avez un outil, un modeleur géométrique simplement qui est inclus dans ANSYS, qui permet de rajouter de la physique sur la partie modélisation géométrique. Vous pouvez changer ces valeurs, ces modèles et voir visualiser en temps réel la physique, avant de la raffiner avec des éléments finis, des volumes finis, et de partir dans le domaine plus précis. Ici, des modélisations avec Fluent, CFX pour la CFD, Mechanical pour la structure, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs niveaux, carte graphique rapide, simulation instantanée, discrétisation et simulation de vérification plus précise et des physiques avancées, ici avec Analyze Plus. On va regarder dans ce mode Explore, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, si on a une géométrie, on peut changer cette géométrie et en temps réel, visualiser l'écoulement autour de cette géométrie. C'est très pratique pour les optimisations. Donc là, c'est du temps réel, c'est sur un laptop, ça tourne avec la carte graphique installée avec du NVIDIA, par exemple. Vous pouvez prédimensionner les choses et simplement avoir cette information supplémentaire. Il n'y a pas de notion de création de maillage, il n'y a pas de choses autres que définir des conditions limites, entrée et sortie. Pour un écoulement, c'est très vite fait, c'est pratique. Une fois que vous avez généré votre géométrie, vous passez à l'étape suivante. On change en bas sur Refine. Il va nous créer un maillage automatique, que ce soit de la FM ici en structure ou des volumes finis en fluidique. Ça va vous permettre de vérifier donc, ce que vous avez fait avec un maillage complètement automatique. Ça prend un peu plus de temps, effectivement, parce qu'il y a le solver, moteur de résolution de fluidique, de Fluent qui va tourner derrière. Mais ça vous permet, en un clic finalement, de valider ce que vous auriez fait dans le prédimensionnement avant de transférer le modèle, c'est le bouton à droite, dans Fluent.
Un autre exemple ici, vous montrez que c'est guidé, on peut enclencher l'aide interactive. Vous voyez ici, vous pouvez travailler, en plus d'avoir la physique sur la géométrie, vous pouvez ici avoir l'aide qui vous explique quoi faire. Alors là, je crée une condition limite mass flow. En haut à gauche, j'ai l'explication de ce que ça fait en texte, en vidéo. Donc vous pouvez découvrir, c'est comme un jeu au final, la simulation numérique avec cet outil de manière très très ludique. Les conditions limites, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que veut dire une condition de wall, surface? Là, j'ai un échangeur avec le liquide chaud d'un côté, le froid de l'autre. Alors pendant cet hiver, on va plutôt mettre moins de chaud, hein, mais voilà. Donc c'est, en tout cas, aux simulations, on peut toujours mettre une chaleur maximale là-dessus. Un autre exemple ici avec une vanne dont on a fait l'optimisation topologique en structure. On va rajouter maintenant la partie fluide. C'est une approche multiphysique dans cette interface. On définit l'entrée. Il identifie automatiquement la zone d'entrée. Donc, j'ai que des corps solides, hein. Lui, il va extraire les volumes négatifs de manière automatisée. Je dois lui dire où ça entre. Ici, j'ai une deuxième entrée de ce côté et une sortie derrière pour lui permettre de créer finalement la zone d'écoulement. Ça prend un peu de temps, c'est une géométrie réaliste, c'est-à-dire qu'elle est avec tous les détails, vous voyez les écrous, etc. Donc là, j'ai mon volume négatif et j'ai déjà un résultat. J'ai pas d'entrée de valeur pour les entrées, il a mis 0,5 mètres par seconde automatiquement. J'ai de l'eau qui circule ici, donc vous pouvez visualiser déjà l'écoulement, comprendre ce qui se passe, voir les vitesses, les lignes de courant. On peut vraiment déjà visualiser, se rendre compte de la physique. Cliquez ici sur ces résultats pour un peu plonger dans le détail de l'analyse, voir un peu ce qui se passe à différents endroits du modèle. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Et ici, en transparence, les vitesses, champ de vitesse de cet écoulement. Ici, l'écoulement dans cette jonction T qui rentre. Maintenant, si je change la vitesse sur l'entrée en bas, là, j'augmente finalement la vitesse horizontale. Vous voyez que la vitesse perpendiculaire est beaucoup plus faible. Les lignes de courant ici sont comprimées contre le bord du tuyau. Vous voyez que la perte de pression entre l'entrée perpendiculaire et la sortie a augmenté à cause de l'augmentation de vitesse de la gaine droite. Ça fait une impédance d'entrée ici qui est augmentée. Donc l'impédance entre ce point et ce point de sortie là a été augmentée. Donc juste pour vous montrer qu'on peut très rapidement obtenir des choses, des informations. Ici, j'ai sauté. Ça a pris quelques minutes pour créer ce maillage et un résultat volume fini dans ce modèle-là. Donc de vérification, on peut voir que le point calculé, qui est un triangle ici, est similaire au rond orange qui était créé avec le solver voxel, c'est-à-dire avec la GPU de la carte graphique du PC, sur un laptop en l'occurrence. Donc un autre exemple ici avec ce Discovery Explore, c'est un bâtiment, simplement on veut la convection libre dans le bâtiment. C'est une casbah. Vous avez ces constructions vernaculaires qui utilisaient, qui exploitaient finalement l'énergie du soleil dans la cour intérieure pour générer un flux d'air montant, ascendant au centre de la cour. Donc, on définit des conditions limites sur ce volume d'air interne au bâtiment. Donc ici, la cour, la sortie, tout ça, c'est une pression nulle. Pression égale à 0, pression relative, bien sûr. On va définir une source ici, qui est une source d'énergie, 900 watts par mètre carré, c'est à peu près le soleil au zénith, pas à l'heure actuelle chez nous, mais plus au sud, latitude un peu plus chaleureuse. Et on va voir, là on clique play pour simplement simuler, on a déjà un résultat, il faut juste qu'on définisse une entrée pour les streamlines, vous voyez qu'elle est un petit peu en dehors du modèle, donc je vais la bouger simplement. Voilà, on voit ici le champ de vitesse ascendant, donc c'est une simulation transitoire, vous voyez le résultat qui évolue au cours du temps, 13 secondes, 14 secondes, 15 secondes, finalement c'est presque en live, en temps réel que vous obtenez ce résultat.
avec le flux d'air chaud ascendant au centre qui va attirer l'air de la rue un peu plus frais à travers les portes d'entrée et les fenêtres pour rafraîchir le bâtiment, donner un sentiment de fraîcheur dû aussi à la vitesse, au coefficient de convection qu'on aura sur la peau lié à la vitesse de cet air. On peut scanner l'ensemble des résultats, la température, vous voyez ici ça monte, 44 degrés au centre, donc c'est la zone où on ne veut pas se tenir typiquement. On voit que c'est bien joliment situé loin des fenêtres, loin des parois. Là, c'est un bâtiment complet. Alors, c'est clair qu'on n'a pas tous les détails des chaises, etc. Mais ce qui est pratique, c'est qu'avec ce mode-là, on n'a pas un maillage à générer hyper fin. On a des voxels en fait qui sont distribués dans le modèle. Ici, la vitesse. Vous voyez comme elle entre joliment par les fenêtres et les portes pour aller se rejoindre cette volute au centre ascendante avec cette convection libre, grosse cellule au centre qui aspire l'air des fenêtres. On peut bien sûr jouer sur l'affichage avec ses yeux à gauche, là, afficher, cacher des pièces. Regarder le résultat sur les murs du bâtiment pour comprendre mieux ce qui se passe. Voilà. Jouer avec les isosurfaces de vitesse. Là, c'est les surfaces de vitesse constante. Voir où tout ça s'écoule à l'intérieur du bâtiment. Voilà, donc ça c'était la partie découverte, discovery. Donc juste pour vous montrer que la simulation CFD, aussi un des gros développements, c'est la démocratisation, c'est la façon de traiter ça de manière beaucoup plus simplifiée, accessible à tous. Et là, on va plonger dans les détails de l'analyse CFD vraiment high-end, le state of the art. Qu'est-ce qu'on peut faire actuellement? Donc la première chose, pour aller dans le détail, c'est d'avoir un maillage qui est très détaillé. Donc, c'est plus du tout comme dans le passé où il fallait passer beaucoup de temps à faire ça, c'est semi-automatique. Et en maillage semi-automatique, on obtient des choses qui sont à la fois esthétiques, mais aussi et surtout de très haute qualité et qui permettent d'avoir des résultats très précis. Donc, regardons ce que ça veut dire de mailler dans cette interface. Donc, on repart depuis Discovery, on arrive ici dans ce qu'on appelle Fluent Meshing, qui permet d'importer la géométrie, de visualiser déjà, de prévisualiser la taille des éléments sur chacune des surfaces de cette géométrie avec ces petits cubes. Ça permet de prendre des décisions sur la taille du maillage qu'on aimerait avoir à certains endroits. Donc on peut régler ça de manière rapide. C'est à nous de décider certaines choses. Donc lui, il va nous donner des conseils. En plus des conseils au passage de CADFEM, il n'y a pas que le logiciel ici, on peut vous donner aussi des méthodes, des recettes sur qu'est-ce qu'il faut, quelle taille de maille est nécessaire où, afin d'obtenir des bons résultats, mais le logiciel le fait aussi. On va sélectionner qu'est-ce qui est solide, fluide, et lui dire aussi où sont les entrées, les sorties. Ça va orienter le maillage pour que les couches limites soient aux bons endroits. Couche limite, c'est une résolution plus fine des zones proches des murs. Voilà, donc en quelques clics, on a défini finalement les conditions limites qui seront utilisées plus tard dans le solver, dans Fluent, le nombre de couches. Là aussi, c'est des choix où CADFEM vous aide, on vous donne des recettes de cuisine et on peut créer le maillage et visualiser ça sur les surfaces et sur le volume. Vous voyez que c'est un maillage absolument parfait. Vous avez un mélange de devinez, il y a pas mal d'éléments différents là-dedans, du cut cell, des hexaèdres, des polyèdres. On a pas mal de choses possibles mélangées. On appelle ça le maillage mosaïque et une qualité qui est irréprochable. Donc ça, c'est une chose. Une des technologies qui est fondamentale pour avoir des résultats de très haute qualité. L'autre chose, pour aller plus vite, on est actuellement avec la loi de Moore, on approche les limites simplement. Donc on va dépasser ces limites en utilisant les GPU. Donc Ansys a beaucoup développé sur la parallélisation des simulations. Vous voyez ici avec des solvers basés uniquement sur les CPU, avec des GPU, la comparaison, mesure en noir, orange, ce sera les CPU,
bleu, les GPU, vous voyez que les résultats sont tout à fait comparables, de meilleure qualité, de tout aussi bonne qualité. Par contre, beaucoup plus rapide avec les GPU, ça c'est l'avantage. Donc c'est le speed up 33 fois plus rapide avec 8 GPU. C'est absolument incroyable. Enfin, on arrive vraiment maintenant à avoir quelque chose qui est extraordinairement rapide, tout en restant précis. De nouveau des comparaisons juste pour valider ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment l'état de l'art actuel pour à la fois aller vite sans compromis sur la qualité du résultat. Donc dans Discovery, on faisait de la GPU, mais avec du compromis sur la précision pour visualiser les choses, aller dans les grandes lignes, hein, faire du drafting. Et on va repartir dans ce solver Fluent pour la précision. Et dans Fluent, bien sûr, on a accès à toutes sortes de physique. Donc on va enclencher la physique nécessaire. Donc ça, on a de toute façon. Dès qu'on fait de la CFD, on aura ça. Et après, on va augmenter en complexité avec des écoulements multiphases, des mélanges, de la radiation, de la thermodynamique, des turbines, des géométries tournantes, de l'interaction fluide-structure, unidirectionnelle, bidirectionnelle, la combustion, du biphasique, mais avec des bulles, des gouttes, etc., de la vaporisation. Donc, on va enclencher ces physiques selon les besoins. Donc de nouveau, discutez avec nous si vous voulez aborder des problèmes de simulation. On dit toujours qu'il faut avoir vraiment le meilleur compromis entre la simulation pragmatique qui vous apporte quelque chose. On est là pour vous aider à définir ça. Le logiciel peut tout, mais finalement, on a des chemins plus ou moins efficaces. Donc si on regarde maintenant l'interaction fluide-structure, on a ce qui est standard maintenant, les interactions avec des corps rigides, avec une équation du mouvement ici pour ce corps rigide-là, l'interaction avec des vagues en biphasique, etc. Donc ça, c'est des vidéos assez anciennes, je dois l'avouer, juste pour replacer un peu le décor. Ensuite est arrivée la technologie Overset Mesh pour avoir un maillage superposé. Ici, on a 3 maillages superposés les uns aux autres qui permettent de gérer finalement la rotation de ces 2 corps rigides l'un dans l'autre avec une zone où on a 3 maillages qui se superposent avec la notion de donneur-receveur des mailles qui permettent de traiter en fait ces cas beaucoup plus complexes. Ou du maillage adaptatif pour suivre la surface libre, avoir des résolutions améliorées de la gestion de la surface libre, le suivi du corps flottant sur cette analyse. Alors plusieurs exemples ici d'interaction bidirectionnelle, cette fois avec des corps flexibles. Ça, ce sera un couplage avec le solver, le moteur de résolution de Mechanical, Ansys Mechanical, ou alors avec une résolution simplifiée structurelle linéaire directement dans Fluent. Donc ouverture de vannes, read valve, etc. Maillage raffinement automatique aussi pour tout ce qui est combustion, les flammes, la kinétique de réaction chimique lors de la combustion. Donc ça, c'est des choses qui se font à l'heure actuelle. Là, on voit l'exemple avec ces maillages qui sont finalement adaptatifs autour de la rotation des roues dentées. Le rendu ici de l'écoulement. Donc dans ce cas-là, c'est un exemple où on voit une customisation, donc un petit masque d'utilisation simplifié pour les non-spécialistes qui permet de créer ce genre de simulation sans avoir à ouvrir même l'interface de Fluent. La customisation, c'est quelque chose qui est un sujet assez important à l'heure actuelle pour les différents développements à l'heure actuelle. Voilà. Donc là, ici, on a un exemple aussi de ces rotations de machines tournantes avec un maillage qui s'adapte au centre de la machine. Les turbines, interaction rotor-stator, vous voyez ici les ondes de choc qui arrivent sur ces pales. Donc là, on peut le faire en transitoire ou même en harmonique à cause de la répétition ici du passage de ces aubes. Donc ça, c'est des technologies extrêmement spécifiques. Donc là, on va parler de Ansys CFX pour ce genre de simulation
qui est un deuxième solver chez Ansys qui fait ça, qui est le spécialiste des machines tournantes. C'est la même licence, hein, mais simplement vous avez deux solvers, un spécifique aux machines tournantes et l'autre généraliste. Donc l'interaction fluide structure entre CFD et FM pour les aubes de turbine est quelque chose d'assez spécifique qui a aussi des technologies dédiées pour traiter en fait de ces points de fonctionnement sur le diagramme ici caractéristique ratio entre pression d'entrée et sortie et mass flow corrigé avec le flutter, donc l'oscillation des aubes de turbine. Ce diagramme sera un petit peu tronqué, donc c'est quelque chose qu'on peut étudier ici en ayant les résolutions des déformations des pales de manière linéarisée, donc simplifiée, mais directement dans le solver CFD, ce qui est assez pratique, ça permet d'aller beaucoup plus vite, être plus efficace. Donc ça, c'est un exemple de workflow assez spécial, assez spécifique pour ce genre d'application. Là, on a un autre exemple, c'est un cas test d'oscillation de cette pale dans un écoulement, et puis ça peut aller vers des éléments discrets aussi également. Donc là, c'est un autre type, on peut pas vraiment dire fluide, mais c'est un écoulement également. Donc là, on a une technologie d'éléments discrets qui interagit entre un écoulement de cailloux cette fois et un corps solide, ce qui nous permet de traiter des cas assez particuliers. Un autre exemple, fluide structure, interaction fluide structure, ici, ce serait une vanne aortique. On a l'implant du stent qui est fait en structure avec les alliages à mémoire de forme, l'écoulement du sang à l'intérieur, donc l'interaction entre tous ces corps est gérée entre fluent et mechanical. Par ici un autre exemple de la vie de tous les jours, hein, qui n'est pas si simple à traiter, mais on a l'oscillation de la structure due au changement de pression à l'intérieur, plus l'écoulement biphasique. Les cas de chute, la bouteille pète, et le fluide à l'intérieur, la déformation, etc. De nouveau, des éléments discrets. Alors, discret à droite, continu à gauche, l'interaction entre ces structures et ces milieux granulaires ou fluides. Donc, ce qui est intéressant avec ces éléments discrets, c'est qu'on peut aussi traiter ça sous forme de smooth particle hydrodynamics avec des sphères qui représentent le fluide, qui ont les propriétés d'un fluide et qui permettent de gérer des interactions fluide-structure assez avancées dans un seul solver. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on voit ici le déploiement d'un parachute et qui se déforme, qui va onduler simplement avec l'écoulement, la dynamique de cet écoulement. Les oscillations sont visibles là. Un cœur avec une partie mécano-fluide. Donc l'ensemble en l'onde ici de contraction propulse le fluide à travers cette vanne aortique. Ça, c'est des jolis modèles qui font intervenir plusieurs physiques. Donc de nouveau, on va enclencher la physique nécessaire en fonction du but de la simulation. D'autres exemples, FSI, donc interaction fluide-structure avec des reed valves pour des amortisseurs de l'huile qui passe à travers ces petits trous et ces vannes qui se soulèvent. Ça peut être aussi sur des pompes, des clapets, avec un changement finalement de la zone ici fluidique, des turbines. Donc, ça, c'est une partie du logiciel qui s'appelle Forte, qui est spécialisée pour ce genre de simulation. Toujours le biphasique avec adaptation de maillage. Ici, couplage CFD et éléments discrets. Les cailloux ici, une certaine quantité de ces particules qui s'amoncellent dans cette zone de recirculation, ce point mort de l'écoulement. Ici, de l'air qui est soufflé à travers les particules. Donc, vous pouvez voir la distribution, le brassage, les statistiques sur les particules en donnant des couleurs par vitesse, par taille, par temps de résidence. On peut étudier aussi le share rate sur les particules pour tout ce qui est pharmaceutique,
études de transport de médicaments. Enfin, il y a pas mal d'applications assez intéressantes avec ces technologies-là. De nouveau ici un brassage, remplissage enfin, un séparateur cyclonique. Ici une évaporation, donc un chauffage avec évaporation de l'eau. Vous voyez ici la zone froide où on a encore du liquide. Là, on a de la vapeur, la zone chaude, parce que le transfert thermique est plus faible. La comparaison toujours avec les expériences. Donc, on aura toujours une notion de validation des modèles qu'on utilise pour avoir vraiment la meilleure des qualités et éviter ce risque de faire n'importe quoi et ce qu'on appelle CFD, Colorful Design, ou Colorful Design, qui est juste des couleurs et rien. Donc là, on est là vraiment pour vous accompagner à obtenir quelque chose qui a du sens. Et je dois dire qu'avec les outils actuels, les tests qui sont euh, enfin, créés pour valider tous ces modèles, on est vraiment très bien fourni ici avec la qualité de la physique qui est traitée. Je reviens avec des belles images d'éléments discrets, d'écoulement d'éléments discrets. Ici, justement, dans les zones dans la production, hein, les problèmes qui peuvent survenir, l'organisation des pièces, une sorte d'écoulement, mais qui est assez intéressant. Vous voyez des empilements, peut-être des zones à problème, certaines pièces qui sont de travers, etc. Comment arriver à gérer ça pour qu'elles soient toutes bien alignées, bien organisées à la sortie, quelle que soit la forme finalement de ces pièces, hein, entre des chips, des pastilles ou bien de la paille. On peut donner des formes assez libres à ces éléments discrets, flexibles également d'ailleurs. Ils ne sont pas que rigides. Du tri, ces éléments discrets. Donc là, on a un tri des tamis avec les bleus, verts et rouges qui sont séparés. Et l'interaction entre cet écoulement et la structure est aussi également possible. Ici, là, l'interaction avec cette structure-là pour obtenir les contraintes dans la structure. Donc, c'est une sorte d'interaction fluide-structure, même s'il n'y a aucun fluide, mais des écoulements quand même. Voilà. Alors, vous voyez ici les différentes formes qu'on peut donner à ces particules. J'aime bien sortir celle-là pour mes enfants, ça rend tout de suite attentifs et intéressés à ce que je fais. Vous voyez que voilà, bon, il n'y a pas de limite, hein. Et vous voyez bien que ces spaghettis-là sont flexibles, ils sont déjà cuits. L'emballage autour, bon, c'est un peu mal rangé, ça ressemble plus à la chambre de mes enfants à la fin, donc effectivement. Un autre exemple de ces fibres finalement amalgamées, et l'interaction Discrete Elements Modeling est fluide. Ici, les parties les plus grosses sont emportées par le débit d'air. Les plus lourdes, les plus petites vont tomber. Un autre exemple, toujours de la vie de tous les jours, qui est facile à comprendre. Donc, toujours sur le tapis de mes enfants, hein, l'aspirateur qui passe après leur passage. Vous voyez ici, alors il y a une interaction fluide d'éléments discrets, donc on calcule un écoulement de fluide, un champ de vitesse à l'intérieur de l'aspirateur, et de quelle manière ces différents éléments discrets sont aspirés ou pas. Donc tout est discret. Donc le bleu, c'est des éléments discrets aussi, et les différentes parties là qui sont prises dans des turbines. Et la distribution là, on a des choses intéressantes, c'est assez joli, ça c'est quelque chose qu'on voit hein, sur le sable à la plage. On voit un peu ces zones d'amalgame de particules qui peuvent créer des problèmes d'usure, hein, qui peuvent créer des problèmes d'agrégation, d'amalgame de particules, de salissure, de nettoyage, enfin toutes ces questions-là. Quand on parle de nettoyage, bon, vous reconnaissez ici un exemple un peu, voilà, on l'a simplifié pour la démo, mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'interaction fluide-structure, mais que avec des éléments discrets. Donc, on a des éléments discrets ici flexibles pour, on va dire, le linge,
Et puis des smooth particle hydrodynamics, donc des billes, enfin des sphères en fait qui représentent le fluide en interaction avec ces éléments discrets DEM. C'est assez fort, ça permet vraiment de traiter tout ça sans avoir besoin de faire un maillage. Vous faites un peu ce que vous voulez, c'est des modèles qui sont extrêmement faciles à mettre en œuvre. On définit les conditions limites, on définit la quantité et c'est parti. Les propriétés bien sûr de la structure et c'est assez génial. Une autre application ici multiphase dans l'industrie, pharmaceutique, chimie, ce sera les mélangeurs, les réacteurs, bioréacteurs. On voit ici tout le cercle d'utilisation. On va démarrer avec la CAD, on va faire du maillage, la partie CFD avec ou sans gaz, du sparging ici. Donc on a un apport de gaz, peut-être de l'oxygène pour faciliter des réactions dans le bioréacteur, la partie thermodynamique également pour le refroidissement, les valeurs de hold-up, KLA, qu'on peut calculer, des problèmes éventuels de vibration, d'oscillation peuvent être aussi traités en interaction fluide-structure. On peut reprendre tout ça sous forme de système. J'ai montré au début, mais voilà, donc c'est avec l'écoulement, avec des courbes au cours du temps. L'optimisation, tout ce qu'on fait là est paramétrisable et optimisable, ou alors on peut aussi étudier avec les paramètres l'étude de robustesse, c'est-à-dire la distribution stochastique de valeurs de paramètres. Donc si j'ai un diamètre, une longueur, on n'a jamais un seul diamètre que l'on produit la structure, que l'on va ressortir un produit de la chaîne de production, on aura toujours une distribution, une valeur nominale, une distribution, peut-être des valeurs min et max si on a un contrôle qualité. Donc on peut définir ça dans les paramètres et en ressortir des distributions sur des valeurs de sortie, qualité de mélange, température maximale, etc. Et voir à quel point on est robuste. Est-ce qu'on est 6 sigma, est-ce qu'on est inférieur, etc. Donc à savoir est-ce que la limite est à 6 fois sigma de mon pic pour un critère finalement que doit satisfaire cette installation. Quelque chose d'assez fort, donc toujours exploitable pour tous les types d'analyses. Ici, la réduction catalytique sélective pour de l'urée dans la post-combustion d'un moteur. Donc, c'est quelque chose qu'on peut exploiter pour la déposition sur les surfaces des murs adjacents à l'écoulement. Vous pouvez le plotter en couleur, voir l'épaisseur, ou alors si c'est de l'érosion, vous pouvez voir en couleur la zone d'érosion, les trous qui seront générés contre ce tuyau, contre ces murs. Vous avez ici un spray. Vous pouvez définir ici la profondeur d'érosion due à l'écoulement de ces particules. Ici aussi, la matière est enlevée par l'écoulement. Vous pouvez traiter de ça. Et pour arriver à ces particules, alors si c'est des particules solides, on les définit comme conditions limites à l'entrée, distribution de particules. Et si c'est simplement des gouttes, soit vous les définissez, soit vous les calculez. Alors là, on a par exemple une buse, un spray qui va arriver avec un continuum liquide qui va se mélanger à l'air et générer des gouttelettes, de la pulvérisation dans l'air. Donc on va passer, nous, dans notre modèle, à une approche volume of fluid, on appelle ça, à une approche discrete phase model, où on aura des particules lagrangiennes qui s'écoulent, qui se transforment finalement pour s'écouler à travers le maillage sans avoir besoin de remailler la partie lagrangienne. Vous voyez, si on a des particules ici, elles ne seront pas remaillées dès qu'elles deviennent lagrangiennes. Celles-là ne sont pas traquées par le maillage, mais c'est suffisant parce qu'on a une interaction entre le continuum de l'écoulement et la particule. Vous voyez ici une transition entre du volume de fluide et des particules discrètes. C'est un point dans l'espace. Vous voyez, cette particule-là transitionne à la particule discrète simplement. Ou la particule discrète arrive sur une surface et transitionne vers du volume of fluid qui est résolu par le maillage pour avoir tous les aspects de tension superficielle, wetting angle, donc l'angle de mouillage contre les parois, etc. Donc un exemple extrêmement avancé, c'est l'essuie-glace.
Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien hein, dans la vie de tous les jours. Des soucis de PowerPoint qui juste redémarrer ça. Voilà. Donc les particules qui se déposent, c'est des gouttes d'eau, hein, pas forcément de la neige. Ça pourrait être de la neige d'ailleurs. Particules qui se déposent, qui vont s'agréger sur un film. Donc là, on a une résolution 2D et demi, si on veut, avec ce qu'on appelle Eulerian Wall Film, qui vont dégouliner ici et s'agréger. Et dès que l'épaisseur dépasse une certaine valeur, on va définir ici que ça devient un volume au fluide. Vous voyez que ça apparaît uniquement vers la fin du cycle de simulation, ici vers le bas. Et ici, ça s'agrège, ça dégouline, ça augmente et on a ce volume ici 3D qui apparaît vers le bas. À la fin, là, si je zoome, tac, vous voyez ici, ça apparaît dans cette zone-là. On a quelque chose où l'épaisseur ne satisfait plus l'hypothèse du Eulerian Wall Film. On fausserait le résultat, donc on repart sur du VOF. Donc là, c'est un calcul qui prend 5,7 heures sur 24 heures, mais c'est déjà assez avancé. On pourrait encore rajouter, si c'est un autre cas industriel, des aspects de chimie contre les parois, si nécessaire. L'acoustique, c'est aussi une zone, on change un petit peu ici, avec l'oscillation finalement de pression dans un écoulement, sachant que l'acoustique est complètement inclus dans l'équation de Navier-Stokes qui est résolue par le moteur de résolution Fluent. Là, on peut voir des assez anciens exemples, mais on peut les porter encore plus loin. Vous voyez ici, dans chaque zone, on peut zoomer et regarder les sources de son. Vous avez sûrement déjà fait l'expérience, je le fais souvent avec mes enfants, on ouvre la fenêtre arrière et ça commence à faire un battement insupportable, hyper basse fréquence. C'est des choses qu'on peut étudier comme ça, c'est vraiment l'interaction avec l'écoulement externe. Ou alors, localement, ces bruits d'écoulement, bruits blancs hein, qui sont générés par ces zones-là. Là, vous voyez un modèle local euh, qui va générer des ondes acoustiques. Je vais le redémarrer. Et bon, voilà, il ne veut pas, mais vous imaginez ces ondes qui se propagent, générées par cette source-là. Et on peut comparer ici, c'est super intéressant, on a vraiment ces comparaisons entre l'expérience en bleu et Fluent, la simulation en rouge. On récupère ces pics-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la partie la plus élevée des pics. Il y a certaines différences à certains endroits, mais vous voyez qu'on peut reproduire l'amplitude en dB de l'expérience dans ces cas-là. Un exemple concret, toujours avec la voiture, vous avez ce rétroviseur, la turbulence qui est générée, et ce qui nous dérange finalement, c'est le couplage avec l'intérieur de l'habitacle, ce qu'on va entendre. Donc on peut faire cette étude locale, extraire la pression au cours du temps, effectuer une transformée de Fourier si on veut, pour passer dans une analyse structurelle harmonique. Donc on a ce domaine en Fluent, on va extraire le champ de pression et l'appliquer sur la structure pour obtenir finalement ce spectre à l'intérieur de la cabine. Donc ça c'est extérieur et ici à l'intérieur. C'est intéressant, ça permet de voir en fait finalement en fonction de l'épaisseur de la vitre, de la fixation de la vitre, différentes conditions limites sur la porte, etc. pour améliorer ce ressenti acoustique à l'intérieur de la voiture. Un autre exemple, l'aspirateur, hein, la turbine de l'aspirateur. Ici, on a une analyse qui est faite en CFD. On a aussi des modèles pragmatiques pour extraire une amplitude acoustique de cette simulation sans aller dans l'analyse transitoire détaillée. Ça permet en fait de sortir finalement une enveloppe de l'amplitude acoustique, la pression acoustique en l'occurrence ici, en fonction du débit de la pompe. Ça permet vraiment de qualifier, de quantifier les choses et puis d'optimiser ce genre de design. Une fois qu'on a des simulations ou des mesures, on a un outil qui s'appelle ANSYS Sound
qui permet d'intégrer les différentes sources de bruit, simuler et mesurer, et de les comparer ou de les soustraire. Donc typiquement, si vous prenez la mesure, vous faites une soustraction de ce que vous avez simulé, vous obtenez la différence que vous ne comprenez pas ou qui serait différente du modèle, qui permet de finalement tirer des conclusions sur, sur le produit, sur le design qui est étudié. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve, pour tout ce qui est prédiction de fonctionnement, maintenance prédictive, des analyses prescriptives sur une structure. C'est vraiment extrêmement puissant. Donc là, on a tous les outils nécessaires pour étudier ça, pour analyser un waterfall diagram du spectre au cours du temps, etc. Que ce soit électromagnétique, structurel, ici l'écoulement avec Fluent, ou des explosions, ici avec un module de simulation explicite. Tout ça fait partie de notre portfolio. Au niveau acoustique, je voulais quand même mentionner aussi la partie FEM. Donc si on a une onde acoustique sans vitesse d'écoulement, on peut simuler ça en éléments finis, multiphysiques, avec une céramique piezo, une cuve en solide, un bain d'huile, d'alcool isopropylique par exemple, pour dégraisser en fait des filetages, des pièces. C'est un exemple d'application. Dans la partie acoustique, vous voyez ici les ondes générées, alors cette fois en FEM. C'est pas parce qu'on a des fluides, c'est forcément des volumes finis et de l'écoulement. Si on n'a pas d'écoulement, on va potentiellement rester dans le module FEM. Un autre chapitre sur la partie chimie et réaction. Vous avez différents domaines d'application. Hein. Bon, les moteurs à combustion, il en existe encore. On a une solution dédiée pour ça, pour la gestion du mouvement de ces soupapes, le maillage adaptif automatisé. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est dédié, métier finalement, qui permet de traiter tout ça de manière super efficace, les points d'injection et surtout la chimie en fait de tout ça. Vous voyez hein, les différentes positions, le maillage auto-adaptif autour de ces soupapes. La résolution, le résultat, champ de vitesse, l'injection, les lignes de courant. Vous pouvez vraiment aller dans le détail, plonger dans cette fournaise et déduire des critères pour améliorer le fonctionnement. Les sprays, là, j'aimais bien montrer parce que c'est quelque chose entre la mesure et la simulation. Vous voyez que c'est très similaire. Et simplement, quand je disais que les moteurs à combustion ne sont pas morts, c'est que maintenant on parle de combustion d'hydrogène. Donc, il y a encore un bel avenir là-devant pour, si on part sur la filière hydrogène, pour l'approvisionnement en énergie, la distribution d'énergie, et aussi la production d'hydrogène propre. Comment le faire? C'est tout un défi. Hein, pour le futur. Donc là, on a des modélisations électrochimiques pour des PEM, électrolyse avec Proton Exchange Membrane, dont les modèles sont inclus dans le solver CFD. Donc, ce que j'aime bien avec cette solution CFD, c'est qu'on n'a pas que de l'écoulement. Il y a beaucoup d'équations physiques qu'on peut résoudre avec des morceaux de l'équation de Navier-Stokes et pour lesquels finalement le moteur de résolution CFD est numériquement adapté. C'est assez génial parce que finalement, toutes ces lois de diffusion, c'est couvert. On peut les intégrer, rajouter de la physique, rajouter des effets qu'on veut représenter dans ce genre de modèle. Un autre développement, on quitte le plancher des vaches, comme on dit en Suisse. Un autre développement ici, c'est tout ce qui est plasma, high speed numerics, ça s'appelle ça, pour la réaction entre ces différents atomes en fonction du nombre de Mach. Ici, Mach égale à 24. Température, les ions et électrons qui sont générés. Donc, ça donne de la physique qui est assez intéressante là autour. Donc, il y a tout un développement qui a été fait pour ce genre d'application. Au niveau optimisation, on a l'optimisation paramétrique que j'ai mentionnée au début. Et ici, on a aussi l'optimisation comme topologique. On appelle ça le adjoint solver.
qui permet de repousser finalement les surfaces de la pièce, de la gaine d'écoulement en fonction d'un objectif pour arriver à minimiser la perte de charge dans une enveloppe donnée. Donc un morphing finalement de la surface qui permet d'améliorer ça. Donc on voit ici cet exemple, en vert, la zone qui est autorisée, on démarre en dehors de cette zone, vous voyez que ça bouge et ça reprend une forme optimale au fil des itérations. On réduit la perte de charge tout en homogénéisant la vitesse à la sortie dans ce cas-là. Des choses qui ne sont pas trop intuitives, qui ne sont pas forcément faciles à réaliser à la main. Voilà un autre exemple ici avec une distribution. On augmente l'homogénéité sur les 4 sorties, donc on essaie d'égaliser le débit à travers ces sorties, tout en diminuant la perte de charge dans un volume vert donné. L'autre approche pour ce adjoint solver, c'est la réduction de la force de résistance pour des écoulements extérieurs également. Donc ici, ces surfaces ont été optimisées pour minimiser le drag de ce genre de géométrie, augmenter l'échange thermique. Oui, ici, l'échangeur de chaleur optimal n'a pas cette forme, mais plutôt cette forme. C'est plus facile, c'est plus difficile à construire, mais voilà, théoriquement, c'est ce qu'on obtient. C'est toujours inspirant. Et puis, si on va aller vite, donc on a des géométries qui ressemblent à des tuyaux comme ça pour des échangeurs de chaleur. On n'est pas obligé de le faire en CFD, on peut le faire de nouveau en élément fini avec un élément fluide à l'intérieur du tuyau. C'est des éléments qui ressemblent à des poutres, simplement des lignes qui tiennent compte de la perte de charge et de l'échange thermique. La distribution aussi à travers plusieurs réseaux en parallèle. Vous avez ici ces éléments représentés sur un cas extrêmement simple. Vous avez, on absorbe ici 1 watt et on a une température qui change au long de l'écoulement. La séparation ici, quelque chose qui fonctionne bien. Ce sera beaucoup plus rapide. Une autre façon d'accélérer les simulations, c'est la réduction d'ordre de modèle, c'est-à-dire que on va étudier une géométrie en 3D, on va en extraire un modèle réduit qu'on connecte par des ports à une approche système. Vous avez ici un inverseur pour l'électronique de puissance qui alimente ce moteur. Là. Vous avez les IGBT. Vous avez le modèle thermique qui est plugué là-dessus, qui est connecté là-dessus par les pistes rouges thermiques, les pistes noires électriques. Et vous pouvez gérer ça de manière extrêmement rapide dans l'approche système. Donc, ça vous permet de varier les courants, vous pouvez voir l'évolution de température au cours du temps, de voir vraiment des tests de fonctionnement en conditions les plus réelles possibles, les plus détaillées possibles, et surtout en allant très vite. Ça m'amène à l'approche système, jumeaux numériques, dont je parlais au tout début, la boucle sera bouclée. Donc on crée des boucles avec des modèles réduits. On va dessiner finalement le système pour arriver à cette étude, cette approche-là de développement V, qui devient pour nous un W parce qu'on a ici la partie modèle en parallèle de la partie intégration et testing, quand on définit finalement notre analyse de risque, le logiciel embarqué, la logique de contrôle, l'interface utilisateur, les modèles physiques intégrés dans un système, un jumeau numérique, dans le logiciel qui s'appelle Twin Builder parce qu'on construit des digital twins, des jumeaux numériques. Donc on fait tout ça sur la branche extérieure avant de downloader le tout dans le produit final. Donc réduction d'ordre de modèle typiquement. Le logiciel embarqué, on l'extrait sous forme de functional mockup units. Tout ça c'est indice, SCADE, Medini, tout ça c'est des produits indices qui permettent de traiter de l'ensemble de la production de logiciels embarqués. Vous voyez ici un exemple d'application pour ce système hydraulique, pour le pétrole dans ce cas-là, avec l'interface, le pilote de l'installation, avec des capteurs virtuels finalement qui n'ont pas forcément un équivalent capteur réel, mais qui, grâce au circuit ici du jumeau numérique, permettent d'accéder à des valeurs qui ne sont pas lues
dans la réalité. Si on est dans le golfe du Mexique, pour ne pas le citer, au fin fond du golfe du Mexique, s'il y avait eu plus d'indicateurs ici, plus de lecture, plus d'informations, peut-être on aurait évité une catastrophe. Voilà, un petit exemple aussi, une électrovanne pour montrer qu'un produit, une pièce peut être un système également, électrique, magnétique, fluidique, et des modèles réduits entre deux pour l'ouverture de cette électrovanne en tenant compte de la résistance du fluide. Un autre exemple, toujours pour la production d'hydrogène, on a ici une pile à combustible simplement, avec un circuit pour toute la partie thermodynamique, compressibilité du gaz, efficacité de l'ensemble. Une partie modèle réduit, donc on intègre ce dont on a besoin pour l'exploiter ensuite plus loin. Et ça fait appel à des techniques de réduction d'ordre de modèle. Donc on a toute une panoplie aussi dans la suite d'outils ANSYS qui peuvent être statiques, transitoires, linéaires, non linéaires ou les deux, et qui permettent d'évoluer en fait de manière beaucoup plus rapide dans un jumeau numérique. Donc ici une batterie, refroidissement de batterie, d'autres exemples ici de réaction dans une chambre, et on peut en extraire comme output soit des scalaires, des signaux au cours du temps ou des champs. On a des modèles réduits, on appelle ça Fields Meta Model of Optimal Prognosis. Vous voyez quelques exemples ici. Ça nous permet finalement de varier des paramètres, d'obtenir un résultat en temps réel. Ici, cet exemple de mélangeur, imaginez-vous ça, c'est intégré dans la chaîne de production. L'opérateur a accès à ce jumeau numérique. Il peut visualiser à l'intérieur, en fonction de la vitesse de rotation, la densité du fluide, la viscosité du fluide. On peut jouer avec ces paramètres et visualiser les différents champs résultats en instantané sur le jumeau numérique, enfin le modèle réduit ici 3D. On va plotter ça sur une partie, sur différents corps. Alors la pression statique sur les aubes. Voilà. Vous voyez que c'est instantané, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait un moteur de résolution qui tourne derrière, vu que ça a été créé à l'avance. Il y a une étude paramétrique qui a scanné l'ensemble des paramètres, et lui, il va interpoler entre deux points simulés pour obtenir ce champ résultat. Donc la pression sur les aubes. Le shear stress, ça peut être critique pour tout ce qui est biomédical. On ne veut pas détruire ce qu'on est en train de brasser. Si le shear stress dépasse certaines valeurs, ce n'est pas acceptable simplement. Ici, différentes zones fluides pour replacer l'ensemble dans leur contexte, dans leur position exacte, et comprendre tout ce qui se passe dans cette installation. Ça, c'est génial parce qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste. N'importe qui peut utiliser ça. Vous pouvez faire une interface utilisateur qui permet de voyager dans le résultat, d'afficher des choses, de donner des alertes, donner des capteurs virtuels. Vous pouvez mettre un capteur sur n'importe quelle pièce, dire oui, bon, le maximum de la pression vaut tant, c'est affiché, le maximum du share rate, affiché, est-ce qu'il dépasse une certaine valeur, oui, non, go, no go pour la suite, ça peut être très simplifié. Pour avancer. Une autre connexion qu'on a pour toutes ces choses-là, c'est avec Python. Donc, on a des librairies Python, on appelle ça PyAnsys. Vous trouvez ça sur github.com pour interfacer n'importe quel machine learning, n'importe quel outil data science avec les outils d'ANSYS. PyFluent pour la CFD, pour la structure, pour l'électromagnétisme, et puis interfacer avec ce monde-là du data science. Donc ça vous permet finalement d'utiliser la puissance physique de ces modules pour des études machine learning ou autre. Vous voyez ici Fluent sur une interface web. Donc bon, c'est reproduire Fluent avec PyAnsys pour l'utiliser, peut-être de façon réduite. C'est possible sans avoir besoin d'aller sur une machine où il est installé.
Donc c'est cette partie intégration de process integration and design optimization, jumeaux numériques, c'est un point de développement assez fort. Donc on a pas mal d'outils là-dedans pour intégrer des process de simulation pour tout ce qui est études paramétriques avec d'autres outils. Ou alors, une fois qu'on a fait un jumeau numérique, recalibrer sur la base de données mesurées. Si vous avez fait un premier modèle simplifié à cause du temps de calcul, simplement, vous avez un modèle twin ici, vous avez des mesures au cours du temps, un flow rate par exemple dans ce cas-là, vous scannez avec votre flow rate, vous fermez les vannes, vous ouvrez, etc., ce que vous voulez, vous voyez l'évolution au cours du temps et on peut, l'outil va ici avec du machine learning recaler le modèle jumeau numérique sur la base des mesures pour pouvoir extrapoler sur d'autres mesures qui n'auraient pas été utilisées pour entraîner le modèle. Vous voyez cette courbe orange se cale sur la courbe bleue. Pour autant qu'on a scanné assez de points de fonctionnement avec cette courbe transitoire, on aura un modèle qui sera beaucoup plus précis. On recorrige la physique qu'on aurait simplifiée dans la partie simulation numérique. On appelle ça hybride modeling, quelque chose d'assez passionnant. Voilà pour cette présentation. Donc, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je suis conscient que c'est peut-être une infime partie de tout ce qu'on peut faire en simulation numérique. Ça a été sélectionné comme ça sur la base d'intérêts connus ou inconnus. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, pose la question si on peut calculer et exporter des coefficients d'échange thermique pour les utiliser dans un calcul thermique. Alors oui, on peut le faire, soit on fait la thermodynamique directement dans Fluent, en ayant les solides et les fluides, soit on extrait ces coefficients, alors je pense coefficients de convection là contre les parois, pour les passer dans un module FEM structurel, mécanical typiquement, pour obtenir un calcul thermique qui va beaucoup plus vite. Donc ça c'est possible. On peut aussi extraire ça sous forme de modèle réduit pour obtenir, c'était mon exemple de l'inverseur. Je vais retomber dessus. Cet exemple-là, donc là, c'est ce modèle thermique réduit qu'on va connecter en système avec cette partie électronique qui permet de nous dire, tiens, j'ai tel flux de chaleur à cet endroit, je récolte les températures dans la même trace pour obtenir les températures de chacune des IGBT, les pertes du coup qui dépendent de la température, etc. Tout ça fonctionne en co-simulation. Et puis cette question aussi, était liée à Discovery aussi. Donc dans Discovery, on peut aussi calculer l'échange thermique avec les parois. Par contre, si on veut extraire des champs plus détaillés, il faut passer dans Fluent. Alors, il faut que je lise dans le bon ordre. Avec la donc, est-ce qu'on peut gagner du temps avec une symétrie sur la géométrie dans le cas d'un mélangeur, par exemple? Alors, oui, c'est tout à fait possible. On peut avoir des symétries cycliques. Je vais regarder, on avait mon exemple de turbine. Je reviens un peu en arrière. On le voyait ici, par exemple. Vous voyez ici une turbine, donc c'est une machine tournante avec des symétries cycliques. Donc on a coupé ici en tenant compte en fait du nombre de pales. Donc on peut avoir ce qu'on appelle un pitch ratio, pardon, qui permet de répéter en fait ce champ-là de ce côté-là. Et les pitchs sont pas forcément les mêmes entre ici et là. Par exemple, vous voyez ici qu'il y a plus de pales là. L'angle couvert est pas le même. Il y a une zone ici qui est pas en face de celle-là. Donc on peut couper, interpoler, et ce qui est en face d'ici sera le même que ce qui est en face là. Donc on peut vraiment appliquer ça pour tout ce qui est machine rotative. Ça, c'était dans le cas d'un mélangeur, hein, si j'ai bien compris.
Dans le cas du mélangeur, si je reviens dans ma vue, c'était par exemple celui-là, hein. Sur ce mélangeur-là, on peut tout à fait imaginer utiliser des symétries là entre la partie statique et la partie rotative et implémenter quelque chose. Maintenant, si je vais ajouter une source de matière en un seul point, je vais faire une approximation. Si je prends des symétries, il faudra que je distribue ce point sur toute la circonférence, ou alors je le mets en un seul endroit, mais il sera multiplié, etc. Il faut tenir compte de ces petits aspects-là. Il y a des limitations au plan de symétrie, mais qui sont purement physiques et de la réalité. Mais c'est tout à fait intéressant à utiliser. Donc c'est possible, oui. Pour les GPU, les licences, alors il y a un diagramme de calcul des nombres de licences nécessaires en fonction pour savoir combien de CPU on a le droit d'utiliser et combien de GPU. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vous envoyer. Je ne sais pas si je le retrouve aussi rapidement. Je regarde vite. Mais sinon, je crois que le mieux, c'est de nous contacter pour ces questions de licence. J'ai vu qu'il y a des questions aussi de prix, etc. Là, il faut nous contacter, il faut nous appeler. Yvain Balini, Tanguy en France, Annico en Suisse romande pour obtenir ces informations-là. Je crois que j'ai gentiment fait le tour. De toute manière, on arrive alors, Indice Explorer. J'avoue que je ne comprends pas quelle technologie utilisée pour les modèles CFD dans Indice Explorer pour avoir une simulation en temps réel. Alors, Indice Explorer, c'est l'étude paramétrique. Vous pouvez le faire je pense que ça va être Discovery Explore, en fait. Donc, la technologie, c'est des voxels avec la GPU qui est utilisée pour paralléliser ces voxels et aller très vite avec du temps réel. Mais ce qui est résolu derrière, c'est bien l'équation de Navier-Stokes. Donc la physique est la même. La seule différence, c'est qu'on a des voxels qui sont cartésiens et plus gros potentiellement que des éléments que des volumes finis raffinés contre la paroi. Donc ça, ce sera la source d'imprécision dans Discovery Explore par rapport à Fluent. Si je reviens là, c'est ce module-là. Donc c'est clair que c'est la discrétisation qui va faire la différence. Par contre, c'est clair que ça permet d'aller très vite.